Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'animer ce colloque, un sujet si important. Je vais me présenter très brièvement en fait pour vous tous. Je suis Isabelle Mandreau, je suis journaliste au journal Le Monde, chef adjointe du service international, et j'ai eu l'occasion, après des années de correspondance en Russie à Moscou, de me rendre dans les pays baltes et justement d'assister à un colloque qui avait été très intéressant sur le passé non digéré, où il avait été question de la Shoah, des Pax, etc. C'était très intéressant. Et je vais présenter maintenant nos intervenants tour à tour. D'abord, nous avons Violeta Gabourite. Pardon pour la prononciation peut-être des noms. Vous êtes historienne à l'université de Vilnius et vous avez écrit de nombreux ouvrages justement sur ces mémoires, les mémoires des déportés, les mémoires de la Shoah. Et voilà, vous êtes avec nous. Vous êtes l'anglophone un peu du groupe, mais je pense que ça ne posera peut-être pas de problème pour tout le monde. Nous avons aussi Justina Smaltkite. Oui. Qui vous êtes diplômée d'une licence d'histoire de l'université de Vilnius et d'un double master en histoire européenne à Paris Diderot, et vous êtes aussi doctorante à Sciences Po et francophone, merci beaucoup, et également spécialiste en fait de ces questions. Et enfin, nous avons avec nous Monsieur Philippe Boucara, qui est historien, coordinateur de la formation au mémorial de la Shoah et également enseignant au Collège des Bernardins. Et là encore, un éminent spécialiste de la question juive dans les pays baltes. Nous avons une absence que nous regrettons, mais qui n'a pas pu être parmi nous, c'est Carole Lémé, qui est anthropologue à l'Université de Bordeaux et qui, pour des raisons personnelles, ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Donc, le thème de notre débat aujourd'hui, c'est Mémoire de la Shoah entre la France et la Lituanie. Et donc, voilà, alors à titre personnel, j'ai été assez marquée par une histoire tout à fait contemporaine, en fait, dans les manifestations contre le pass sanitaire, aussi bien en France qu'en Lituanie, il y a eu des protestataires qui ont arboré l'étoile jaune. Et ça, pour moi, ça m'a un peu frappée parce que nous sommes quasiment, je crois, parmi les seuls pays à avoir eu ce genre de manifestation qui réveille évidemment beaucoup de questions sur notre propre passé et sur comment, justement, nous ne l'avons peut-être pas digéré. Mais ça m'a beaucoup frappée. Voilà, c'était pour faire le lien un peu avec l'actualité immédiate. Je vais tout de suite passer la parole, en fait, à notre première intervenante. Donc, eh bien, Justina, si vous voulez bien commencer, à peu près, je pense que 10 minutes peut-être de présentation, 10-15 minutes, hein, mais vous essayez de pas trop déborder, comme ça on pourra peut-être avoir l'occasion d'échanger par la suite. Justina, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de faire partie de cette conférence. L'intervention d'aujourd'hui portera sur les itinéraires personnels et les mémoires autobiographiques de 3 rescapés du ghetto de Vilnius et résistants. Ils sont Avram Sutskever, donc nous avons déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu ce matin, qui est né en 1913 à Smarhon, la province de Vilnius. Aujourd'hui, c'est une toute petite ville biélorusse et il est mort en 2010 à Tel Aviv. Je vais aussi parler de Shmerke Kaczerginski, qui est né en 1908 à Vilnius et mort en 1954 en Argentine, ainsi qu'Anatole Krokowski, c'est un personnage bien moins connu que Kaczerginski et Sutskever, qui est né également à Vilnius en 1924 et il est mort en 2002 en Israël. Donc, ces 3 personnes ont été des prisonniers du ghetto et aussi des résistants anti-nazis. Les biographies des 3 protagonistes de cette histoire sont marquées non seulement par le vécu de la persécution, de la résistance, mais aussi par l'expérience de la migration. Et je veux bien insister là-dessus dans cette intervention. Ils passent tous les 3 par la France dans les années 1940
pour ensuite s'installer en Palestine et en Amérique latine, loin du vieux continent où 6 millions de Juifs périrent dans la Shoah. Leur passage par la France est assez bref. 3 années à Paris pour Kaczerginski, quelques mois pour Sutskever et seulement une très brève traversée du pays pour Krakowski, qui en 1946 passe par Paris pour ensuite se rendre en Suisse, où il étudiera la médecine pendant quelques années avant de s'installer bien plus durablement en Israël. Tous les 3 publient des récits autobiographiques sur la catastrophe des Juifs de Vilnius et sur la guerre partisane. Ma réflexion s'appuie sur leur récit. Donc, je vais parler du ghetto de Vilna d'Avram Sutskever, publié pour la première fois en yiddish à Paris en 1946 et puis traduit à plusieurs reprises en français. Das Gesang von Wilner Ghetto de Shmerke Kaczerginski, publié en yiddish en 1947, n'est jamais traduit en français. Et aussi du ghetto dans la forêt d'Anatole Krakowski, publié en français en 2002. Alors, c'est à partir de ces 3 ouvrages que je vais aborder la question de la construction des connaissances sur la catastrophe des Juifs lituaniens en France dans la longue durée, c'est-à-dire entre les années 1940 et les années 2000. Bien entendu, ces récits sont des œuvres produites par des individus avec un vécu très particulier qui ne reflètent pas forcément la complexité des expériences des victimes ou des résistants. Cependant, en raison de la notoriété de leurs acteurs, et surtout, je pense à Sutskever, qui fut un témoin au procès de Nuremberg, ces ouvrages ont exercé un rôle majeur dans la construction des premières mémoires de la Shoah en France et aussi quelque part en Lituanie. Tout d'abord, la survie de nos 3 protagonistes relève déjà d'un exploit extraordinaire. Comme nous le savons, sur 235 000 individus en 1940, en incluant aussi la région de Vilnius annexée à la Lituanie en 1939, plus de 95% des Juifs lituaniens furent exterminés. À la fin de l'occupation nazie, on comptait en Lituanie et à l'étranger entre 8 000 et 9 000 survivants. Parmi eux, il y a eu des résistants, membres de l'organisation clandestine FPO du ghetto, qui ont rejoint les partisans soviétiques pour combattre les nazis et leurs collaborateurs locaux. Alors, si certains partisans juifs restent en Lituanie après la guerre, ce qui est par exemple le cas de Genrikas Zivanas, qui fut le chef des brigades du sud-est de Lituanie, Shmerke Kaczerginski, Avram Sutskever et Anatole Krakowski choisissent de partir de la Lituanie soviétique. Dans l'immédiat après-guerre, Sutskever et Kaczerginski ouvrent pour la construction de la première institution mémoriale de la Shoah, qui a été le musée juif de Vilnius. Mais le pouvoir soviétique et surtout l'antisémitisme de Staline a mis fin à ce lieu de mémoire. On peut rappeler aussi que Sutskever a également collaboré avec les membres du comité antifasciste juif, Vassili Grossman, Elia Ehrenburg, sur le projet du livre noir. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que cet ouvrage a été pour la première fois publié dans son intégralité en 1993, justement à Vilnius. Pour Sutskever et Kaczerginski, la culture yiddish et la vie juive n'avaient donc pas d'avenir dans le pays de Staline. Ils ont choisi de fuir. Pour sa part, Anatole Krakowski s'est vu mobilisé dans les forces de sécurité soviétiques. Il était mobilisé contre son gré et il a souhaité à tout prix de ne pas devenir un otage des services de sécurité. Donc, il quitte alors Vilnius, sa ville natale, juste après la guerre. Il définit Vilnius comme un immense cimetière juif. Le récit de Krakowski contient plusieurs rebondissements très intéressants et témoigne de l'ingéniosité d'un jeune homme, d'un survivant, qui fait du marché noir en traversant l'Europe centrale en ruine. Son récit autobiographique s'achève avec un passage
sur l'obtention du visa français au consulat de France à Prague. Pour Krokowski, obtenir un visa français a signifié pouvoir enfin prendre la route vers la liberté. C'est ces mots qu'elle emploie. Dans l'immédiat après-guerre, seulement une fine partie des survivants reste sur le continent. Au total, il y a eu environ 250 000 Juifs dans les camps de personnes déplacées en Allemagne, en Autriche et en Italie en 1947. Et la France occupe en effet une place particulière pour les survivants de la Shoah dans l'immédiat après-guerre pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la présence sur son territoire de la population juive la plus nombreuse en Europe occidentale. Deuxièmement, sa frontière avec l'Allemagne occupée, où se concentre la majorité des personnes déplacées d'origine juive, et son accès à la Méditerranée. Et ce qui dit l'accès à la Méditerranée a dit aussi l'accès à la Palestine. Pour la période entre 1945 et 1950, environ 75 000 rescapés sont entrés en France pour s'installer en France ou pour continuer leur route vers un autre pays. Bien que pour certains survivants, la France devient une terre d'accueil, pour la majorité d'entre eux, encore une fois, l'entrée sur le sol français n'est qu'une étape, comme le témoigne le cas de Krokowski. Quant à eux, Sutskever et Kaczerginski passent plus de temps à Paris. Les deux font même partie d'un foyer artistique intellectuel yiddish pour migrants rescapés qui a été situé le 9 rue Guy-Patin au nord de Paris. C'est aussi à Paris en 1946 et 1947 qu'ont été publiés les ouvrages de Sutskever et de Kaczerginski sur la destruction des Juifs du ghetto de Vilnius. Les deux récits se concentrent sur la tragédie des Juifs et sur leur destruction. Sutskever met l'accent sur la vie quotidienne dans le ghetto, sur l'ingéniosité de ses habitants. Il accorde aussi une place toute particulière aux cachettes dans le ghetto, les malines en yiddish. Il décrit minutieusement les stratégies de survie des Juifs, ce que les chercheurs de la Shoah aujourd'hui appellent l'agentivité ou la capacité d'agir. Le récit de Sutskever met aussi en lumière la vie culturelle du ghetto, le travail des bibliothécaires, les enseignants, le théâtre, les activités littéraires. C'est justement ce travail de survie, aussi souvent appelé dans l'historiographie la résistance spirituelle, que se trouve au centre de son ouvrage. Pour sa part, Kaczerginski collecte et publie des poèmes du ghetto de Vilnius. Krokowski, quant à lui, se concentre davantage sur la résistance armée. Il publie en 2002, à l'ère du témoin, si on s'appuie sur la définition d'une grande historienne de la Shoah, Daniette Vivorka, le récit de Krokowski apporte un témoignage centré sur sa propre expérience qui s'ajoute à l'édifice collectif de la mémoire de la Shoah. Le récit de Krokowski est aussi intéressant pour le traitement qu'il réserve aux collaborateurs lituaniens. Si Sutskever passe assez rapidement sur la thématique de la collaboration, Krokowski s'y attarde. Il parle des crimes de collaborateurs lituaniens, de la chasse aux partisans, de la cruauté. Les partisans polonais d'Armia Krajowa apparaissent aussi comme des cruels ennemis. Pour leur part, les ouvrages de Sutskever et Kaczerginski relèvent d'une préoccupation immédiate de collecter et de transmettre les premiers savoirs, les premières connaissances sur la Shoah à l'Est. Néanmoins, eux aussi accordent une place centrale à la résistance armée. Chez Sutskever, il y a sans doute cette volonté très claire de démontrer que les Juifs ne sont pas allés comme des moutons à l'abattoir, selon les mots du partisan du ghetto de Vilnius à Bakovnar. Pour conclure, j'aimerais aussi ajouter quelques mots sur la place que la résistance juive occupe dans le paysage mémoriel en Lituanie après 1990. Aujourd'hui, cette place reste quand même assez ambiguë. Les expositions muséales en Lituanie, si en parlant du musée du 9e fort,
ou du musée du génocide à Vilnius peinent à inclure cette histoire. Et en effet, dans ce contexte, les récits de Sutskever, de Kaczynski, Krakowski et bien d'autres résistants juifs témoignent de la complexité de cette histoire et également de la complexité des mémoires conflictuelles de violences de masse au XXe siècle en Europe de l'Est, surtout en Lituanie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Justina. Vous donnez très envie de ces trois récits, qui sont un témoignage évidemment très, très précieux. Je vais donner la parole à M. Boukhara, en fait, qui veut nous parler des livres, des biographies, des récits, des journaux que nous ont beaucoup légués des Juifs de Lituanie. Mais en France, en tout cas, il y a eu un peu un écrasement de cette histoire avec la période soviétique. Est-ce qu'on a un peu perdu de vue peut-être ces récits? Vous allez nous l'expliquer. Allez-y, M. Boukhara. Merci, d'accord. En effet, il y a certainement une méconnaissance en France de l'expérience lituanienne de la Shoah, et cependant, le matériau pour réparer cette méconnaissance, le matériau est très riche. C'est ça qui est intéressant, je pense, à observer, c'est qu'il y a eu une première série de publications dans les années qui ont suivi la guerre, et puis une longue série de publications depuis les années 2000. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'excuse à ne pas connaître et à ne pas évaluer correctement cet aspect-là de la Shoah. Peut-être avant d'entrer dans les questions des publications, je voudrais rappeler que très concrètement, il y a eu un convoi de déportés de France vers la Lituanie. Je crois qu'on en a parlé avant cette séance, vous l'avez évoqué, c'est le convoi du 15 mai 1944 avec 900, j'ai noté le chiffre quelque part, environ 900 Français, puisque c'est le titre justement d'une série de 7 volumes documentaires qui ont été publiés par les familles des déportés de ce convoi. Vous voyez, les familles ont créé une association dans les années 90-2000 et ils ont publié 7 volumes extrêmement riches, vous voyez, de documents issus des familles elles-mêmes sur qui étaient ces gens qui ont pratiquement tous disparu. Parmi eux, il y avait notamment le père et le frère de Simone Veil, monsieur André Jacob et son fils. Et puis, il y avait 2 rabbins, le rabbin Nathan Ozanski de Toulouse et le rabbin Élie Sipel, qui étaient d'ailleurs des rabbins engagés dans la résistance. Donc, ça, c'est un premier aspect du lien entre nos 2 pays concernant la Shoah, c'est cette déportation de Français. Et d'autre part, il y a eu 925 déportés de France qui étaient nés dans la Lituanie d'aujourd'hui, nés dans les frontières actuelles de la Lituanie. C'est toujours compliqué de savoir de quelles frontières on parle. Donc parmi ces 925, 412 venaient de la ville de Vilnius, qui était donc nés polonais, mais dans les frontières actuelles de la Lituanie. Donc ça, c'est un élément très concret de la relation à la Shoah qui est commune à nos 2 pays. Alors, de la même manière, toujours en préambule, je dirais que dès 1947, un autre intellectuel juif lituanien habitant Paris, qui était Mark Dvorzetsky, a publié un livre du souvenir des Juifs de Lituanie. Et c'est très intéressant. Là encore, je ne sais pas exactement quel est le degré d'information de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mais en Pologne et dans les quelques régions limitrophes de la Pologne, comme la Lituanie, il y a eu cette expérience assez extraordinaire de la publication de livres du souvenir par les Juifs rescapés de la Shoah, qui en général habitaient loin de leur pays d'origine, qui avaient pu émigrer à temps en général dans les pays d'Occident ou en Palestine et en Israël, et qui ont raconté l'histoire de leur communauté avant sa destruction. Et ces livres du souvenir se terminent par le récit de la destruction elle-même et puis du deuil qui a suivi la destruction. Il y a eu comme ça donc des centaines de livres du souvenir, mais en ce qui concerne Vilnius, la seule ville de Vilnius, il existe 7 livres du souvenir en langue yiddish et parfois un peu aussi en langue hébraïque. Et c'est un record, en fait, un record de prolixité dans la mémoire collective. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de gens compétents pour écrire et qui avaient des choses à dire, qui en plus n'étaient pas d'accord entre eux sur le plan politique, philosophique, qui n'habitaient pas dans les mêmes pays. Eh bien, ils en ont fait 7. Mais un des premiers livres du souvenir a été fait à Paris par Mark Dvorzetsky. Mark Dvorzetsky était un médecin qui avait fait une partie de ses études de médecine à Nancy avant la guerre. Et c'est pour cette raison qu'après la guerre, il choisit de s'installer à Paris, où il joue un rôle d'animateur de la presse
en langue yiddish à Paris pendant quelques années, puis il va s'installer en Israël et il a joué un rôle important là-bas dans la mémoire de la Shoah, Yad Vashem notamment, hein, et aussi dans les congrès médicaux où il y avait une réflexion sur comment est-ce que la souffrance physique des gens dans les camps. Vous voyez, c'est un domaine de la médecine dans lequel il a contribué. Hein. Donc ça, c'est les tout premiers pas, si vous voulez, de la mémoire de la Shoah lituanienne, mais en France, ou bien de l'interface, si l'on peut dire, entre les deux pays dans ce domaine-là. Mais je voudrais, dans les minutes qui me sont imparties, parler surtout de qu'est-ce qui a été publié en langue française pour un public francophone. Là encore, pour montrer que si on voulait approfondir, on pouvait approfondir. Eh bien, d'abord, le journal d'Avrom Sutzkever pendant la guerre, il a été traduit très tôt en français. C'est-à-dire qu'en 1950, il y a la première édition qui est parue de ce journal, qui est un document très important. Et également en 1950, on a un livre de Marc Borgeski que je viens d'évoquer. Il a pris une forme un peu romanesque, mais en réalité, c'est quand même un récit. Hein, ça s'intitule « La victoire du ghetto ». Et ça a été réédité dans les années 70. Donc on avait ces deux livres importants dès 1950 en langue française, faits par des acteurs de la résistance juive dans le ghetto de Vilnius. Hein. J'ai encore en mémoire les reportages du journal Le Monde pendant le procès Eichmann en 1961, où Marc Borgeski a été cité par le journaliste du Monde, le correspondant en Israël, André Semama, rapporte un témoignage de Marc Borgeski qui m'a fait froid dans le dos quand je l'ai lu. Il racontait comment, un beau jour, les familles ont reçu la consigne de choisir parmi elles qui avait le droit de survivre et qui devait accepter de mourir, parce que le nombre de personnes qui pouvaient nourrir était limité. Et donc, il raconte dans Borgeski que sa mère a dit devant toute la famille, eh ben, c'est moi qui vais mourir pour que toi, mon fils, tu puisses survivre. Et voilà le genre de choses voilà le genre d'éléments qu'on apprend quand on approfondit un petit peu ces sujets particulièrement difficiles, quoi. Donc la première vague, vous voyez, de sources en langue française, elle comporte aussi une pièce de théâtre en 1957 de Vladimir Rabie. Vladimir Rabie était né en Lituanie, mais il était arrivé enfant, il est né en 1906 en Lituanie, je crois que c'est à Sorgon, hein, la ville qui a déjà été citée, mais il est arrivé en France petit garçon, et il a fait une grande carrière ici, d'abord comme avocat, puis comme magistrat, et surtout comme homme de lettres, un des grands hommes de lettres de la communauté juive de France, hein, avec une personnalité non conformiste. Or, en 1957, il fait une pièce de théâtre intitulée « L'affaire Wittenberg », où il met en scène cette histoire terrible. Là encore, je ne sais pas si notre public aujourd'hui connaît bien ça, mais dans le ghetto de Vilnius, les Allemands somment le Judenrat, c'est-à-dire les Juifs qu'on a obligés à administrer le ghetto, on les somme de livrer le Juif communiste qui est à la tête de la résistance clandestine, qui s'appelle Wittenberg. Et on leur dit, si vous ne le livrez pas, eh bien, on va déporter tout le monde, on va tuer tout le monde. Et donc, ils ont une nuit de délibération dramatique. Et finalement, Wittenberg va se constituer prisonnier. Et malgré tout, quelques mois plus tard, ils vont quand même tous être déportés, sauf ceux qui ont pu s'échapper du ghetto. Hein. Donc, Rabie a mis en scène cette nuit de délibération dans cette pièce de théâtre. Je l'appelle Rabie, il s'appelle Rabinovitch, mais il avait comme nom de plume Rabie. Et c'était un ami personnel. Alors après, on arrive maintenant à la deuxième vague plus abondante qui date des années 2000. Hein. En tout, on peut trouver une douzaine d'ouvrages. Je vais commencer peut-être par un documentaire excellent qui a été fait il y a quelques années en Belgique, intitulé « La brigade des papiers », par Diane Perelstein, qui est une réalisatrice belge, et avec l'aide de l'historien Bernard Sucheki, historien belge, elle est allée enquêter sur cette histoire extraordinaire. C'est le moment de l'évoquer brièvement hein, dans votre journée de commémoration. C'est-à-dire que les Allemands savaient très bien qu'à Vilnius particulièrement, il y avait des trésors de culture juive, et ils ont voulu soigneusement soit confisquer une partie des ressources. Il y avait des bibliothèques juives extraordinaires à Vilnius, donc ils ont voulu soit confisquer une partie, soit détruire tout le reste. Il ne fallait pas que sur place reste cette espèce de matrice d'une culture juive vivante. Donc, ils ont réquisitionné tout simplement des intellectuels juifs en leur disant « Vous allez trier ce qu'on va emporter en Allemagne et ce qu'on va détruire ». Et au risque de leur propre vie, ces intellectuels, dont faisait partie
Sutzkever, ces intellectuels ont réussi à sauver une partie des choses qu'on leur avait demandé de trier. Ils ont réussi à cacher un certain nombre de choses et qui ont pu donc être récupérées après la guerre. Hein. Donc elle a enquêté là-dessus, elle a fait parler soit c'est les derniers qui étaient encore vivants, soit ceux qui étaient les plus à même de raconter cette histoire dans ce documentaire que je vous recommande vivement, qui s'intitule La Brigade des Papiers. Hein. Et d'ailleurs, elle raconte aussi comment ils sont tous partis, ils ont tous quitté la Lituanie, comme ça vient d'être dit très bien, parce que sur place, il n'y avait pas de possibilité de faire vivre tous ces matériaux qu'on avait sauvés. En fait, sur place, ils n'avaient aucun, ils n'auraient jamais fructifié, donc il a fallu en fait clandestinement les sortir de Lituanie pour les emmener soit en Israël, soit aux États-Unis après la guerre. Alors ça, c'est le documentaire. Et puis, en ce qui concerne les livres, je vais citer plus brièvement d'abord le journal de Masha Rolnikas, qu'on appelle aujourd'hui Masha Rolnikaite, mais c'est la même personne. C'est une adolescente juive qui, d'ailleurs, là encore, je vais citer un lien avec la France qui est peu connu, c'est qu'elle était apparentée à Michel Rolnikas, qui est un avocat juif communiste de Paris, fusillé en tant que communiste avec deux autres avocats communistes, Georges Pitard et Antoine Hage. Ils ont été fusillés en 1941. Ils sont honorés par le Parti communiste français en tant que militant donc courageux, mais il avait donc, alors je ne sais plus si c'est sa nièce, je crois, qui s'appelle Masha Rolnikas ou Rolnikaite. Alors en 1966, l'agence Novosti, qui est vraiment un instrument du gouvernement soviétique, publie le journal de Masha Rolnikas pendant la guerre, et ça se présente comme une sorte de réponse au journal d'Anne Frank, vous voyez, pour que le bloc soviétique dispose d'un instrument équivalent au journal d'Anne Frank, et c'est préfacé par Ilya Ehrenburg, donc il y a vraiment un effort, un investissement qui est fait par l'agence Novosti pour utiliser ce document, pour montrer que l'URSS n'est pas indifférente à la mémoire de la Shoah. Et en fait, c'est un grand sujet, comment dans le bloc communiste, on a tout fait pour que la mémoire de la Shoah ne soit pas vivante. Comment, à l'extérieur du bloc soviétique, on essayait de faire croire qu'il y avait un effort, alors qu'il n'y avait pas d'effort en réalité derrière les frontières du bloc pour cultiver cette mémoire. Hein. Donc voilà, un élément était ce journal. Alors ce journal a été réédité il y a quelques années, et d'ailleurs avec une introduction, avec un accompagnement qui nous montre qu'est-ce qu'on n'avait pas pu dire dans la première version éditée par Novosti, et qu'est-ce qu'on a pu dire après le changement de régime, puisqu'il y avait des tas d'aspects en fait du sujet qu'on ne pouvait pas aborder. On ne pouvait pas aborder la collaboration locale avec les nazis, et on ne pouvait pas surtout aborder le fait que les Juifs étaient la cible principale de la persécution et non pas ça les différenciait du reste de la population. Hein. Alors je vais dire aussi qu'on a deux adolescents juifs de Vilnius qui ont pu raconter leurs souvenirs en France dans les 20 dernières années. L'un des deux, c'est Simon Malkes, qui est un ingénieur à la retraite, qui a fait un petit livre pour honorer un officier de la Waffen-SS. Enfin, ça paraît étonnant, mais cet officier de la Waffen-SS a reçu la médaille des Justes parmi les nations parce qu'il a protégé les Juifs qui étaient à sa disposition pour le travail forcé. Il les a fait travailler parce qu'on lui avait ordonné de les faire travailler, mais il a fait en sorte qu'ils travaillent dans des conditions dignes et humaines. Et quand il n'a pas pu les protéger jusqu'au bout, il les a aidés à se cacher dans ces fameuses malines, ces espèces de cachettes souterraines qui ont permis à un certain nombre de gens de survivre. Hein. Donc évidemment, c'est très important que cet adolescent de l'époque, Simon Malkes, raconte l'histoire de cet officier SS juste parmi les nations. Et d'autre part, alors vous avez comment est-ce qu'elle s'appelle, excusez-moi, Assia Surgel, qui est une vieille dame qui a, pendant de longues années, à la fin de sa vie, a entretenu un dialogue avec Muriel Chochois. Muriel Chochois habite à Roubaix, dans le nord de la France, mais elle a consacré beaucoup de temps et d'énergie à reconstituer justement la mémoire vivante des Juifs de Vilnius avant la Shoah, et notamment à travers des entretiens avec Assia Surgel qu'elle a publié il y a quelques années, du vivant d'Assia Surgel. Maintenant, elle n'est plus là, mais alors, Muriel Chochois va publier très prochainement une biographie d'une héroïne en fait de la résistance juive à Vilnius qui s'appelle Rosa Chabad-Gawronska. C'est important que des femmes publient et qu'elles publient à propos de femmes. C'est l'ère du temps d'aujourd'hui. L'ère du temps n'est pas toujours sympathique, mais là, en l'occurrence, il l'est. C'est-à-dire que c'est important de mettre en avant des héroïnes féminines et pas seulement des héros masculins. Rosa Chabad-Gawronska est une femme médecin
qui a joué un rôle assez extraordinaire pour faire le mieux possible, pour prendre en charge le mieux possible la santé des enfants et la santé des adultes dans les conditions inhumaines du ghetto. Vous voyez, en fait, elle venait de ce grand réseau de santé juif qu'on appelle en français l'OSE, qu'on appelait en polonais le TOJ, ce grand réseau qui est né en Russie à partir de 1912. Elle en a été la principale responsable pour la Lituanie. Et pendant la guerre, donc, ils ont fait des merveilles à l'intérieur du ghetto pour, le plus longtemps possible, permettre aux enfants d'avoir une vie la moins anormale possible. Je n'ose pas dire le plus normale possible. Hein. Donc, elle a fait une biographie de cette femme et qui est en même temps un hommage à ses enfants qu'on n'a pas pu sauver. Il faut préciser que cette femme, Rosa Chabad-Gawronska, était la fille d'un des grands hommes politiques juifs, un des grands intellectuels juifs de Lituanie, qui s'appelait Tzemach Chabad, et qui était donc un des grands dirigeants en fait de la communauté juive dans le domaine des œuvres sociales, dans le domaine de l'éducation et de la culture. J'ai un dernier mot aussi pour dire que il y a une universitaire américaine dont le nom est Julia Šūkis, qui a des origines lituaniennes, mais qui enseigne et qui publie aux États-Unis. Cette universitaire américaine a retrouvé la trace d'une femme qui est mentionnée par la biographie dont je viens de vous parler, dans la biographie faite par Muriel Chochois. Elle est mentionnée en passant, mais cette universitaire américaine lui a consacré un énorme travail biographique. Cette femme s'appelle Ona Simaite, et elle a eu la médaille des Justes parmi les nations. Et cette femme, quand on lit son témoignage poignant sur la période de la Shoah, est complètement démoralisée par l'ampleur de la collaboration de Lituaniens avec les nazis. Elle se sent en fait profondément patriote lituanienne et elle estime que c'est une honte pour son pays, pour son peuple, que tant de Lituaniens collaborent avec les nazis. Donc, elle essaie de compenser par son zèle, par son énergie, les dégâts causés par les autres, par ceux qui sont de l'autre côté de la barricade, si j'ose dire. Et alors, elle a fini... en fait, elle a toujours fréquenté les Juifs avant la guerre. Elle a vécu dans un milieu socialiste très militant, où il y avait beaucoup de Juifs et de chrétiens mêlés. Et donc, elle est très proche de ces gens qui subissent les persécutions, et elle risque sa vie pour les aider. Ça va l'amener dans un camp de concentration allemand sur le sol français. Alors, ça n'est pas dit clairement. Je pense qu'il s'agit d'un camp satellite du Struthof. C'est comme puisqu'il y avait en France plusieurs petits camps rattachés au Struthof. Et c'est pour ça après la guerre, eh bien, elle se trouvait sur le sol français. Elle est restée en France jusqu'à sa mort, dans des conditions de grande précarité matérielle. Mais elle a entretenu une correspondance avec énormément de gens, et c'est ça qu'elle a gardé jusqu'au bout, un profil intellectuel, vous voyez, de haut niveau. Donc c'est important qu'on s'intéresse à cette femme de près, tout ce qu'elle raconte de la Lituanie sous un jour qui est très différent du jour de la collaboration avec les nazis. Vous voyez. Alors là, ça n'était pas en français, puisque j'avais annoncé que je parlerai de publications en français, mais ça concerne quand même la France, puisque c'est à Paris que cette femme a vécu la moitié de sa vie. Hein. Voilà. Je vous remercie. Merci, M. Bocara. C'était très complet et fort intéressant. Notre dernière intervenante, en fait, va nous dresser un peu, justement, de faire le point sur la comparaison entre la Lituanie et la France, en termes d'ailleurs de cadre dans lequel cette Shoah ou cette complicité avec les nazis s'est déroulée, hein, dans le cadre de cette collaboration aussi, et de la Shoah. Elle va nous pointer peut-être les parallèles et peut-être aussi les contradictions. Violetta, if I may, please. Yes, thanks. So I'm sorry, I do not trust my French phonetics, so I will be speaking in English. First of all, I would like to thank the organizers of this conference for this event, and I know that it was, for the organizers, was not just a formal event. They put their heart to it, so thank you very much. And the title of this panel brings together 4 words, each of which has a rich significance: the Shoah, Lithuania, France, and memory. So the title invites us to think about the Shoah in a way that is perhaps not customary. That is how the Shoah links Lithuania and France together, 2 countries with very different histories and separated by rather great distance. And myself, being a teacher, do have French students every year coming to Lithuania. They are
surprised by these connections. It's quite surprising to see that to this day, so many years, well, relatively speaking, so many years after the end of Cold War, we Europeans know so little about each other's history and how much we are implicated in each other's history, in each other's fate. So they are connected, Lithuania and France. And so in the previous session, the names of Jewish people who were put onto trains at the Drancy concentration camps in France and deported to distant unknown destinations to be murdered there were remembered, recited. In Lithuania, at the 9th Fort, one of the main extermination sites and basically the main Holocaust memory site during the Soviet period, one can still see the inscriptions on the walls written in French. So if the Shoah in France was witnessed as the deportation of the Jewish population to distant points in the European East, the Shoah in Lithuania took place right there on the spot in a very small territory. Most of the Jews killed in Lithuania were locals, born and brought up there, citizens of Lithuania. Before the war, the Jewish community in Lithuania numbered about 200,000, and over 90% of this population was murdered, 1 in 8 Lithuanians. That means in hundreds of towns and villages across the country, Jews accounted for a third of the population or more. Everybody, in one way or another, was at least a witness to the Shoah. Many Lithuanians were complicit in the process, in one way or another, in the process that was planned and executed by the German occupational forces. Some locals took part in the killings. Some benefited from the property stolen from their neighbors. Some were horrified by what was happening, but did not dare to intervene, but this actually transfixed themselves for the rest of their lives. And some had the courage and stamina to help out. The Shoah took place differently in France and in Lithuania, but we face a common challenge of coming to terms with this tragedy, with this crime against humanity. Like the railroad tracks that link one end of Europe to the other, the legacy of collaboration, the challenge of accepting responsibility for such crimes that took place on our territories, the challenge of teaching about it and relating it to values that would change is an issue that really links Lithuania and France and indeed all of Europe. And here we come to the question of memory, to the question of how we as a community, different national communities and an emerging European community remember Shoah together. Scholars write about memory as a social phenomenon, a process whereby significant events from the past are made present, giving shape and meaning. And so as my attempt to reflect about this, I use the ideas introduced in the classical by now work of French historian Henri Rousseau. And he used this as a tool to analyze the experience of French collaboration in a very famous book that I'm sure you know called The Vichy Syndrome, which precisely tells the story about the difficult and uncomfortable past of French society and how French society dealt with painful legacy of complicity during the Second World War. So Rousseau wrote that societies like people tend to portray themselves in a positive light and are reluctant to confront and learn from past actions that were morally wrong or shameful, thus deeply uncomfortable. Coming to terms with the legacy of collaboration is an extremely hard work. It is a process in which not only politicians and institutions, but civic society is taking place, artists, writers, educators, and so forth. The state plays a leading role in shaping how society remembers the past by establishing holidays and holding commemorative events. But others can also be very influential through their writing, through memoirs, fictional work, historical novels, teaching, and so forth, historical films, of course, and so forth.
These actors also play an extremely influential role in directing the vectors of memory and shaping what scholars call the memory regimes, transforming them in any given society. So I'll quickly go through the memory stages that Henri Rousseau points out in French context, describing the stages that French society went through. So he points out the stage of unfinished mourning, lasting roughly from 1944 to 1954, then a stage of what is called the period of repressions, that is focusing French identity on the heroic narrative, what is called the Gaullist narrative of universal resistance, where basically everybody was given this narrative and possibility to identify with a hero, turning one's eyes away from, let's say, complicity or the issue of anti-Semitism and so forth. And then afterwards, there is a stage of broken mirror where there is a generational shift and there is so much tension under this official narrative that the new generation starts to inquire what other narratives are there repressed. And then afterwards, the fourth stage that comes after that, he calls the obsessions, where there is a greater awareness through scandals, judicial trials, political debates, and so forth. So as I said, I think that these phases help us to understand how the social memory of an event like the Shoah really changes over time. At least it helps me to reflect on what is also happening in the Lithuanian society. So it provides a useful reference point for which to look at the memory is in my native country. And here I also see several periods that are worthwhile noticing. During the Soviet period, perhaps many of you know, the memory was not totally repressed. The memory of World War II, of course, the memory of crimes against humanity. But it actually was not really included into the broader official narrative of what was called the Great Patriotic War. The victims of atrocities were commemorated, but they were identified by their political affiliation, first of all, not by ethnicity or religion. The genocide of the Jews was not recognized as such. Instead, the emphasis was placed on the suffering of the Soviet titular nations, in this case, Soviet Lithuanian people. If you would read the memoirs of the anti-Nazi Soviet Lithuanian partisan fighters, and the same is very much true for other titular nations, you would see that the main victims there are basically the local, Lithuanian peasants or the people of the underprivileged social groups, and the main heroes are the Soviet fighters. The Jewish victims are completely on the margins or non-existent at all. And so then the local titular Soviet nations could identify themselves with the heroes and the martyrs. And this is basically the narrative that was inherited, that was valid, right, until the disintegration on the former Soviet bloc. When Lithuania regained its independence in 1991, the primary focus of social memory was on the trauma of the Soviet occupation and the suffering and repressions of the Stalinist period, particularly deportations, the brutal deportations of 1941, were, of course, multi-ethnic, but in the narratives of the time, there is a fair bit of egocentricity, identifying the major traumas with one's own ethnic group and really overseeing or being silenced or not even thinking about the experiences of one's neighbors and one's fellow citizens that belong to the different ethnic group. So this was a period, I would say, of rather egocentric memory when ethnic Lithuanians focused largely on themselves. And with Lithuania's accession to the EU, the memory of the Shoah has become more prominent with an effort
of the government to become more European, but this was perceived by some parts of society as something actually imposed from outside, as something that is associated with yet another large narrative, with some of the local memories that were actually present, very frequently misplaced, distorted, silenced, and so forth. The issue of local memory, the experience of different localities, is a different, huge topic altogether that probably we won't even touch upon here, but this is something that actually was not successfully integrated or even, I would say, collected for various reasons. So the Lithuania had thus Lithuania had one's own period of repression, which I would say lasted until about, I would say almost 10 years ago. About 2010, various carriers of memory through different channels, artists, writers, filmmakers, some non-governmental organizations, there is also an issue of generational shift there as well, have finally become more active. So the society was really stirred by books, some plays, some films, in a way kind of like one could compare, Marcel Ophuls' work, and, when they actually also provoke debates and kind of put some, it's a broken mirror stage. Rousseau would call it a broken mirror stage. So I would argue that at the moment we in Lithuania are kind of living through our broken mirror stage with different segments of society and different people, really coming up somehow with different interpretations of the past. There is quite a big gap between those who want to construct their identity based on this very purified, idealized narrative of, heroic fighters and martyrs against foreign rule, be it Soviet or be it German, and those who seek to confront the legacy of collaboration, who want to reflect upon it, who want to atone, and who want to learn from the pitfalls of the past and build a different future based on their respect for human rights, minorities, and so forth. So indeed, although looking from outside, the memory cultures seem to be simple in a rather small country like Lithuania, it is very multifaceted and very, very complex. And I would even say it differs very strongly from town to town and from region to region, which each one of them within this microcosm have their own unique legacy. So to conclude this rather abstract overall kind of reflections, I would like to say that I really believe that the best way for Lithuanians to confront the painful legacy of the past is to do it together with others, basically what we do here in any other forums who have gone through this process. That does not mean to take this shablon, to take this absolutely, kind of to cut and paste, because it cannot be done. This is a completely different, unique historical context. But through learning and deeper understanding of these transformations, to learn kind of deeper about ourselves and about the others. And I know it seems kind of like idealistic approach, but I do not see any other way. And I teach this to my students, how this kind of dialogue somehow in class or in other forums every day can teach us the appropriate, the dialogical way about this difficult past and difficult history. And it also can show us how little we know about each other and how much we can learn
and to keep on searching for the way to build a community. There is no any other way. We just should keep on plowing. That's it. Thank you. Thank you very much. It was very clear and complete. Donc, c'est très bien parce que vous avez tous respecté le temps de parole. Donc, nous avons le temps de débattre entre nous et de prendre des questions. Peut-être on peut commencer. Je crois qu'il y en a 7 questions qui sont... Non? Ce sont les questions de l'Asian table ronde. D'accord. Il y a quelqu'un qui s'affiche comme ça. Et est-ce qu'il y en a là? On va commencer peut-être par la salle, l'instant que vous vérifiez. Pour l'instant, non. Donc, on va peut-être commencer dans la salle. Si l'un d'entre vous a une question à poser aux intervenants. Allez-y. Madame. Une question, c'est plutôt une information que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense ici, mais je trouve bien de l'évoquer, puisque ça concerne les relations entre la Lituanie et la France. En 1993, je crois me souvenir, un petit groupe une conférence a été organisée à Vilnius, précisément par un petit groupe de Français autour de la mémoire, ça s'appelait Days of Memory. Vous voyez de quoi je parle peut-être. Et dans ce groupe, il y avait notamment Henri Mitseles, dont la mémoire a été évoquée ce matin. Il y avait Eric Dasro, il y avait Odile Souganas et un quatrième qui, lui, n'est pas français, qui est néerlandais, qui s'appelle Philo Breckstein. Et donc, ces gens s'étaient retrouvés par leur intérêt pour la mémoire de la guerre de la Lituanie et qui avaient décidé de monter cette conférence qui a duré plusieurs jours et où, je me souviens, j'étais spectatrice, et il y avait des confrontations difficiles entre des universitaires lituaniens qui étaient de la génération qui, en 93, donc j'ai dit, devait avoir 45 ans, qui avaient quand même été formatés dans le soviétisme et qui avaient beaucoup de mal à entendre de la part d'autres qui n'étaient pas des Lituaniens le fait qu'il y avait une collaboration. Je pense que c'est... Et il y avait un petit volume, donc peut-être que ça peut être ajouté à notre bibliographie. Un gros volume qui s'appelle Les Jours de la Mémoire, c'est en yiddish et en anglais. Un gros volume qui a été édité par Emmanuelis. Et aussi, je pourrais citer Emmanuelis Zigueris. On pourrait citer quelqu'un qui a joué un grand rôle dans la mémoire de la Shoah en Lituanie, c'est Berginis, le cinéaste Berginis, qui a produit toute une série d'œuvres de grande qualité, courageuse et pionnière sur cette question, et qui était l'un des participants à la conférence de 93, qui effectivement a lancé le débat. Suzanne a raison de le signaler, c'était un peu la stupéfaction à l'époque. Des Lituaniens entendaient des gens comme Zourov, Weizmann, venir leur dire, mais vos pères étaient... Non, pas Weizmann, Simon Wiesenthal. Oui, Simon Wiesenthal, bien sûr. Vous aviez beaucoup de tueurs de juifs dans votre pays, et les Lituaniens qui se croyaient avoir été seulement des victimes à cette époque-là tombaient des cieux et ne croyaient pas tout à fait. Donc ça fait un peu comme un éclair dans un ciel que les Soviétiques avaient complètement brouillé. Et ça a lancé un peu le débat. Effectivement, ensuite, il y a eu une quantité considérable d'autres conférences, de livres, d'études universitaires qui se sont déroulées. Et puisque j'ai la parole, je vais encore signaler, j'ai publié moi-même un bouquin que j'oublie toujours de citer, qui est une biographie d'Irena Vaisaitė. Irena Vaisaitė, c'est une des personnalités les plus éminentes de la communauté litvane de Lituanie, qui est une survivante de la Shoah, qui est morte du Covid il y a 2 ans. Et j'ai le bonheur de la connaître extrêmement bien pendant plus de 30 ans. J'ai écrit sa biographie, et cette biographie, qui est parue en anglais chez Brill, aux Pays-Bas, raconte aussi un peu l'histoire de la relation de la Lituanie
au narratif de la Shoah, qu'a évoqué d'ailleurs, qui est très complexe et encore mal dominé, mal assimilé. Voilà. Très bien, merci pour ce témoignage. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter peut-être parce que j'avais préparé une liste de publications et pour ne pas être fastidieux, je ne l'ai pas entièrement lu tout à l'heure. Alors évidemment, il y avait les livres d'André Mencelles et de Yves Plastron, qui étaient dans cette vague des années 90-2000. Et je voulais ajouter, alors récemment, on a eu la biographie d'Abba Kovner qui a été publiée par l'historienne israélienne Dina Porat. Abba Kovner, c'est l'autre grand poète de la résistance juive de Vilnius, puisque lui, c'était un poète en langue hébraïque. Enfin, au début, il était d'ailleurs en langue yiddish, mais il est devenu un grand poète israélien de langue hébraïque. Et c'est lui qui a rédigé l'appel à la révolte du 31 décembre 1941. Alors, c'est intéressant d'ailleurs sur le plan symbolique. Aujourd'hui, vous pouvez trouver sur Internet le témoignage d'Avrom Sutzkever au procès de Nuremberg, qui est un témoignage saisissant et il est sous-titré en français. Et vous pouvez trouver le témoignage d'Abba Kovner au procès Eichmann, où il lit le texte qu'il avait lui-même rédigé d'appel à la révolte. Alors, l'appel a été rédigé en yiddish et puis il l'a lu en hébreu au procès Eichmann. Mais dans ma liste, j'avais aussi prévu une pièce de théâtre de Yehoshua Sobol, qui est un grand auteur de théâtre israélien, qui reprend la thématique, vous voyez, que Rabbi avait utilisée sur les cas de conscience dans le ghetto de Vilnius. Alors, ça a été édité en français, cette pièce de théâtre de Yehoshua Sobol. Il y a un ancien soldat juif lituanien de l'armée rouge, Moshe Rosenbaumas, qui a publié ses souvenirs. Il était dans cette fameuse première division lituanienne de l'armée rouge qui est rentrée pour libérer le pays, où il y avait pas mal de soldats juifs dans cette division. Et puis, alors, dernière chose, on a le fameux consul japonais Sugihara, Shirune Sugihara, qui est un personnage de cette histoire, puisque c'est intéressant, si on avait le temps de développer ça, de dire qu'entre 1939 et 1940, pendant un an, Vilnius et la Lituanie ont été des pays de refuge pour des juifs polonais qui voulaient fuir la double occupation allemande et soviétique. La Lituanie était encore un pays libre, et donc il y a des dizaines de milliers de juifs polonais qui ont afflué vers la Lituanie. Et certains ont réussi à quitter au dernier moment la Lituanie quand l'Union soviétique s'apprêtait à annexer le pays, et ils sont arrivés au Japon et en Chine par toutes sortes de péripéties. Et au cœur de cette histoire, il y a le consul japonais Sugihara qui a eu la médaille des Justes et qui a fait un travail formidable. Alors, on a une biographie de lui chez Philippe Piquet, qui est un éditeur spécialisé dans l'Extrême-Orient. Bon, voilà, la liste est à peu près, et on pourrait sans doute trouver encore d'autres sites. Et peut-être que vous me permettrez de réagir aussi sur la question des récits de soldats de l'armée rouge que vous avez évoqués tout à l'heure, parce que les récits publiés, évidemment, ils ont été édités, ils ont été contrôlés politiquement. Et il y a un historien israélien qui d'ailleurs est né à Riga, en Israël. Il y a beaucoup de gens nés dans l'ex-URSS qui ont un bagage linguistique qui leur permet de faire beaucoup de travaux de haut niveau. Et il est allé dans les archives de Lettonie, qui sont ouvertes sur la période soviétique, alors qu'en Russie, elles ne sont pas ouvertes, les mêmes archives. Et donc, son sujet d'enquête, c'était qu'est-ce que les partisans soviétiques savaient de la Shoah. Il est allé voir de près les rapports que les partisans soviétiques sur le terrain envoyaient à travers leur hiérarchie jusqu'à Moscou, qu'est-ce qu'ils disaient à propos de la Shoah qui était en train d'avoir lieu sous leurs yeux. Et il a eu la surprise de voir que les partisans soviétiques, alors en Lituanie aussi, parlent énormément de ce qui arrive aux Juifs. C'est-à-dire que sur le plan humain, quand il se passe dans un village un massacre de Juifs, ils en parlent avec beaucoup de détails, ils sont choqués. Il y a une grande quantité d'informations sur la Shoah émanant des partisans soviétiques qui transmettent aux échelons supérieurs. Et en fait, les échelons supérieurs ne publient rien. On n'en font presque rien. Et après, quand il y aura des publications officielles, ils vont soigneusement éviter de restituer ce qu'ils ont reçu comme information. Mais en tout cas, on ne doit pas supposer que ces gens-là ne s'intéressaient pas à la Shoah. Ils s'y intéressaient beaucoup avec une réaction humaine spontanée face aux événements. Et peut-être là, une dernière chose. Avant de venir, j'ai repris une petite brochure sur le fort numéro 10, une brochure qui date de l'époque soviétique en langue anglaise, et où le mot juif est prononcé une seule fois dans une brochure de 50 pages. Et ils énumèrent les pays d'où venaient les déportés et ils mettent le mot Algérie. Alors j'ai eu la curiosité d'aller voir les listes. Dans le convoi du mois de mai 1944 dont j'ai parlé tout à l'heure, il y avait 40 juifs d'Afrique du Nord. Il y en avait plus de
il y en avait plus de 20 qui venaient d'Algérie. Non, il y en avait 31 qui venaient d'Algérie, 5 de Tunisie et 4 du Maroc. Vous voyez, c'est intéressant de voir que 40 Juifs d'Afrique du Nord sont allés mourir à Kaunas, en Lituanie. Effectivement. Justina, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais juste rebondir sur cette question des connaissances de la Shoah de la part des partisans et des soldats juifs. Je travaille beaucoup avec les sources des anciens partisans. Il y a des documents provenant des partisans qui disent clairement ce qui arrive sur la terre occupée par les Allemands en Lituanie. Et ces rapports-là sont ensuite envoyés à Sniečkus, qui était à cette époque à Moscou. Mais ce qui est très intéressant, qu'on connaît cette histoire du fait que la tragédie juive était très marginalisée dans le grand récit de la Grande Guerre patriotique. Mais en fait, les tout premiers rapports qui partent de la Lituanie occupée vers Moscou citent clairement les victimes juives. Oui. Donc, il y a un accent qui est fait et qui après disparaît dans les coulisses de Moscou. On est d'accord que je ne parlais pas des partisans juifs, mais des partisans tout court, qui sont un peu partout sur le territoire. Voilà. I can just add a few comments. So, talking about Lithuanian context, there is some research on the Jewish partisans, but I would say this is a marginal branch. Not many people are doing research, although, as you mentioned, there are memoirs translated, like the memoirs of Yitzhak Arad, has been translated a couple of years ago. But there is a very interesting new book that was just published on the Jewish soldiers in the army, in the Soviet army, this so-called 16th Division, Lithuanian Division of the Soviet army. And I haven't read it yet. It just came out. But it's the work of young historians from Klaipėda University. And I think it would be very interesting. It's an interesting source. I don't know, maybe Justina would like to comment about it. Justas Stončius. Several. Stončius, Hectoras Vitkus, and... Je connais un peu mieux le travail de Stončius, qui a fait sa thèse de doctorat à l'Université de Klaipėda sur la 16e division lituanienne. Donc, c'est un travail très, très bien documenté, qui est de très grande qualité. Je n'ai pas bien compris le titre, the title of the book. You know what? We don't know exact title somehow. Je me rappelle bien de l'auteur, Stončius, mais je ne me rappelle pas très bien du titre. Effectivement, il faut we can publicize Stončius. I do not remember it now. It just came out. Okay. Je crois que voilà, il y a une question qui. Ouais. On a une question. Je vais lire. En tant que membre de Convoi 73. Je voudrais remercier monsieur le professeur Bocara pour avoir rappelé l'existence de ce convoi de 878 hommes, dont 22 seulement ont survécu, après que la quasi-totalité ait été assassinée en Lituanie et en Estonie. Je précise que tous les 2 ans, un voyage de la mémoire est organisé sur les lieux de mémoire dans les 2 pays où les familles et les amis des déportés sont chaleureusement accueillis par les représentants de communautés de Kaunas, Vilnius et Tallinn. Je ne sais pas s'il y aura des commentaires. Comme vous avez été remercié. Oui, j'ai dit qu'il y avait eu 7 volumes de documents publiés par cette association. C'est un travail exceptionnel. Et quand vous visitez le mémorial de la Shoah à Paris, il y a sur un mur les photos de la plupart des déportés de ce convoi-là ont pu être rassemblées. C'est-à-dire qu'on a pu, non seulement on a les noms, ça en France on a toujours le nom des déportés. Et là on a les visages de presque tous ceux qui étaient dans ce train grâce au travail de cette association dont votre correspondant a fait partie. Mais finalement, ces voyages de mémoire, là, tous les 2 ans, c'est depuis quand ? Je ne saurais pas répondre, mais ça fait au moins 30 ans que cette association travaille. Oui, c'est ça.
Et donc, depuis 30 ans, les voyages ont pu être organisés? Oui, en général, quand le régime politique a changé, les gens se méfient un peu de ces pays et puis ils ont découvert qu'on pouvait y aller, qu'on pouvait être bien reçu, et pas par tout le monde, mais au moins par une partie des gens, et que donc ça les a encouragés à répéter ces choses-là. Hein. D'accord. Juste pour rappeler peut-être à ceux qui n'étaient pas là en session d'avant, on a lu toute la liste de ce convoi 73 aujourd'hui en hommage de ces victimes. Et vous avez évoqué pour chacun leur lieu de naissance. Et donc, nous avons entendu qu'un certain nombre étaient nés à Alger, par exemple. Vous avez une autre question? Allez-y. Géraldine Tron demande: est-il facile d'obtenir des informations sur les victimes de la Shoah pour la ville de Plunge? À cause du trauma de la guerre, ma famille n'a pas transmis ce qu'elle savait et j'ai très peu d'informations sur mes cousins qui ont péri dans cette ville. C'est Kalouga. Je pose cette question en particulier à cause de la problématique entourant Norica. Violetta, do you want to? About Plunge? Est-ce qu'elle peut trouver l'information sur sa famille? Oh, it's a very good question. There are many questions like that. I think maybe the regional museums now are collecting information, and so I saw some people in various groups, like Facebook groups and so forth, looking for the information about their relatives all the time, or putting the photo and so forth. And what I heard is, of course, some historians can help who, for example, research this area. In Lithuania, these would be historians like Arūnas Bubnys or Alfredas Rukšėnas and so forth, the people who actually research this area. But I doubt that they would know something about the particular families, but there is growing interest, like regional interest, in this history. And about Plunge, I really cannot tell, but it's worthwhile trying with the local history museums, with the local history groups, and sometimes even local enthusiasts. People like, for example, in Anykščiai, there was a gentleman called Vanagas, right, who in 1991 traveled to Israel to collect testimonies and interviews precisely about Shoah and the experience of their families who come from this town, and collected quite a few of these interviews, and then published a book, I think in 1995, which was called, in Lithuanian would be Nenusigręžk nuo savęs. I would say in English it will be Don't Turn Away from Yourself. And his point is that this is part of regional history. This has been erased during the Soviet period, and his intent was to collect these memories. He has really interesting materials, but he was just like a local initiative. He just put a post in some Russian-speaking Israeli newspaper that he's looking for people from the town of Anykščiai, and there was a Jewish community at the time. And he says, if you really want to know about our fate, come to us. And so they paid for his trip, and he stayed there for 2 months with this Anykščiai, Lithuanian Israeli community, and talked to all of them, collected interviews, materials, and so on. So there are initiatives like that, but I don't think they're kind of centralized yet in any way. You really have to look from town to town, and see who's been working with these materials. They're usually enthusiasts there all the time. So you just need to find the right person. So. J'avais été personnellement assez marquée par le témoignage de l'artiste Madame Chalep-Gertz, si je prononce bien son nom, qui est repartie aussi sur les traces un peu de son histoire en Lituanie, qui a cherché sa maison familiale. Et elle l'a cherché dans toute la rue, et puis ce seul numéro manquait. Et donc c'était une quête très intéressante dont elle
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette maison qu'elle a trouvée ici, c'est ça. C'est ça, mais c'est la maison de sa natale de sa mère. Voilà, et elle a eu quelques difficultés parce qu'elle a beaucoup cherché, le numéro manquait, donc elle faisait toute la rue, etc. Donc Justina, j'ai envie de vous demander justement, parce que vous êtes historienne, vous êtes spécialiste, donc vous trouvez la matière, mais pour des familles qui voudraient retrouver justement un peu leurs origines sur place, trouver des lieux, trouver de l'information, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est possible même? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que même pour les historiens spécialistes, comme vous le dites, ce n'est jamais très facile. Aussi, peut-être il faudrait dire un mot sur les archives qui sont disponibles en Lituanie, les archives centrales de Vilnius, les archives spéciales de Vilnius, également, où la plupart des documents sur cette période-là se concentrent. Mais ce n'est pas si facile que ça de faire la recherche, de trouver ce qu'on cherche. Donc, effectivement, il y a des historiens, comme Violette l'a dit, qui peuvent apporter une aide très précieuse. Après, il y a aussi la possibilité de passer un peu par les archives d'étrangers, les fonds d'archives de l'histoire orale collectés notamment par les institutions américaines. Je pense d'abord à la Fondation Spielberg aux États-Unis. Je pense aussi au musée mémorial de la Shoah de Washington. Donc, ils ont aussi cet accès en ligne. C'est très facile juste de se connecter et écrire les archives de Spielberg. Et vous pouvez faire votre recherche. Bien sûr, c'est très compliqué de trouver les informations précises, mais on peut toujours mettre une localité comme Plungé. On peut essayer de chercher un mot yiddish pour celui géographique, etc. Donc, effectivement, c'est un défi et c'est assez compliqué, mais des fois, même des voyages mémoriels en Lituanie et l'accès à... Violetta parlait des musées régionaux, par exemple. On trouve des choses dans les musées régionaux, on trouve des choses vraiment au niveau le plus local possible. Je ne connais pas très bien les musées régionaux en Lituanie. Je travaille surtout dans les archives assez centralisées à Vilnius. Mais je sais qu'il y a effectivement cette démarche locale qui se fait de plus en plus aujourd'hui. Il y a certains lieux assez connus, comme je pense à Šeduva, je pense à Telšiai, etc., qui ont même construit leur propre petit musée dédié à la mémoire et à l'histoire des Juifs lituaniens. Donc c'est possible, mais je pense que ces initiatives restent quand même assez locales. I just would add to that. Not only Plungė, another example of these local initiatives is the town of Darbėnai, one of the coastal towns, one of the first places where Holocaust took place, extremely brutally murdered local population. What's the name of the place? Dorben would be in Yiddish, in Lithuanian would be Darbėnai. And so there, interestingly, there was a group of kind of local enthusiasts, a teacher and several students who collected extremely valuable material like oral testimonies around the area from the local people whose memories were not in any way politicized. They just kind of were telling what they saw and who lived here, there, and so forth. And they together this year, and interestingly enough, there was a gentleman from a professor actually at Emory University in the States, Eric Goldstein, who was traveling there every summer also to collect kind of the same thing and to reconstruct basically the biographies of as many residents there, Jewish, residents of the town as possible. And they blended their forces, and the fantastic book came out this year. I think actually not this year, last year. It's called The Jews of Darbėnai in Lithuanian, Darbėnų Žydai. It's a pretty thick book. They got funding from, I think, Lithuanian Cultural Fund or something like that in 2 languages. But it's an interesting initiative of this
of this American scholar with just basically a local teacher and high school kids. Mm-hmm. And in the community where there is a lot of debate, you could see implicitly about the past. But yet, here we go, there was this local initiative, and there is something that not every scholar sitting in Vilnius could possibly get access to because the locals would not talk to them necessarily, mm-hmm. you know? Mm-hmm. So. Je pense à quelque chose. Il existe aux États-Unis des fonds assez considérables consacrés au shtetl. D'abord, il y avait un bouquin qui a été publié il y a quelques années qui s'appelle Israeli Jewish Communities, qui était déjà assez informatif sur les diverses communautés d'Lituanie. Puis il y a maintenant des sites Internet régionaux ou locaux situés aux États-Unis, mais qui sont pleins d'informations sur les communautés des générations. Je crois qu'il faudrait commencer par aller voir là. Ils ont fait un gros travail, ils ont beaucoup de moyens en plus. Il faudrait voir en fait s'il existe un livre du souvenir des Juifs de Klug, et si oui, il est probablement en ligne. Voilà. C'est-à-dire que la plupart des livres maintenant sont numérisés en yiddish, mais ils sont aussi numérisés beaucoup en traduction anglaise. Alors des fois la traduction est médiocre, des fois elle est de bonne qualité, ça dépend. Mais enfin c'est une source facile d'accès. Il faut vérifier pour cette ville-là. Je sais que Muriel Chochois, dans son livre qui va paraître, parle beaucoup de Klug. Et il y a aussi le YIVO de New York, puisque le YIVO de Vilnius a déménagé à New York en 1940, qui est où il y a un trésor de documentation sur les Juifs de Lituanie, et il faudrait voir ce qu'il y a donc sur cette ville-là. C'est parfaitement exact, mais j'ajouterais que toute la documentation, on parlait que des sauveteurs, l'équipe des sauveteurs, Skever notamment, a mis de côté un certain nombre de documents, et quelqu'un disait tout à l'heure, et ces documents sont ensuite partis aux États-Unis. C'est tout à fait partiellement exactement. Une grande partie sont à l'heure actuelle à la bibliothèque Majlidas, dans un fonds dédié qui est géré par les Juifs lituaniens et qui est parfaitement accessible, et qui avait été d'ailleurs en grande partie ce fonds caché dans une église par un prêtre catholique de 1944 à 1992. Donc, attention, nous ne cherchons pas qu'au YIVO New York. Une partie des fonds de Stralsund et une partie des fonds d'autres bibliothèques se trouvent encore à la bibliothèque Majlidas. Une autre question? Allez-y. Il y a une question sur l'éducation de la Shoah. Y a-t-il une évolution dans le contenu scolaire lituanien quant à l'enseignement de l'histoire de la Shoah, la spécificité de la Shoah par balle, ainsi que de la lutte contre l'antisémitisme? Il y a 15 ans encore, ce n'était pas le cas. Les cours d'histoire restaient très évasifs et très succincts sur le sujet de la Shoah et la collaboration des Lituaniens. Peut-être pouvez aussi vous comparer cela avec le programme scolaire en France. Mm-hmm. Merci. Complicated with French. Yeah, I can talk about the Lithuanian system of education. I am not myself involved in composing school books. Not everybody who does research, obviously, or who works in academia, it's just a kind of a separate branch in administering school books and so forth. As you know, it has a specific trajectory through the Ministry of Education and so on and so forth. So I will first of all base my insights on what I hear from my students, Lithuanian students, and also from what I know from other people kind of researching it, like the American scholar Christine Beresnova, who wrote this, pretty extensive book, which is called, I think, I'm sorry, now I don't know the exact formulation. I believe the Holocaust Education in Lithuania, if I'm not mistaken. There are maybe some subheading, but basically Holocaust Education in Lithuania, published in 2017. So anyway, there are a few problems. Holocaust is included, the topic of the Holocaust is included in the textbooks. The problem with it is, the way I see it, it lacks kind of empathetic identification.
it lacks connections between the national history and the history of the Holocaust. Very often before, I cannot comment on all the textbooks, but for some time from what I hear, it's usually, okay, Germans, Holocaust, okay, it happened, but it does not effectively connect it to the kind of to the locales in Lithuania, does not include sufficiently the text, the fabulous text, the memoirs that you talked about, that brings forth this local experience as part of local history, part of local cities, part of urban life, that brings the everyday of it and what it actually is like, and helps people to simply empathize. In other words, there's not enough make it simply internal, part of the national history. I think this would be task number one. And why this is not happening, sometimes it's not even malintended. It's in general the reform of the system of education and the challenges connected to it. Sometimes the issue, I guess, financing those who write textbooks. The research that already is done and that could be, kind of also a useful guideline for reforming these textbooks are not always taken into consideration. I'm sure Justina can comment more extensively on it. So I think there is lots to be done. There is lots to be done. And of course, it depends on the individual teachers. There is an effort. Lithuania passed of this, part of the Holocaust Education Task Force and so on. But, the devil is always in the details and how this is done. So in some cases, the teachers really kind of put their heart to it. In some cases, it is done more dismissively. But I think much is to be desired, especially, this personal identification and connection with the locales. So. Vous voulez ajouter quelque chose? Juste une petite chose. Je suis entièrement d'accord, bien évidemment, avec l'analyse de Violetta. Et j'ai pensé à ce concept de Saul Friedlander qui est de l'histoire intégrée. Donc, je pensais aussi au fait que Violetta voulait souligner, le fait de mêler l'histoire nationale, l'histoire d'une minorité aussi avec l'histoire européenne. C'est-à-dire aussi de faire entrer l'histoire juive dans l'histoire nationale. C'est aussi simple que ça. Donc, et je pense que cet aspect intégré, cette histoire intégrée, elle n'a pas encore eu lieu quand on parle de curriculum d'histoire de la Shoah en Lituanie. Et je pense que ce problème aussi, peut-être ce n'est plus le cas aujourd'hui, persiste aussi un petit peu dans l'enseignement d'histoire en général en Lituanie dans les écoles et aussi dans l'enseignement supérieur. On a ce clivage, cette coupure assez importante entre l'histoire nationale, l'histoire de la Lituanie et l'histoire, disons, européenne ou l'histoire globale, etc. Just very petty, very small, insert. Like even in some dissertations, let's say, one would see, okay, basically Lithuanian narrative, European narrative, and then you would see Jewish narrative. I mean, it's what is that? But one can see sometimes something like this. What? Like basically, it's not. And I know that we had a debate. I know there's a problem also in Estonia and some, in some perception. Basically, yeah, it's not integrated into precisely the national narrative sufficiently. Mais dans ce récit national, ça passe aussi peut-être par la reconnaissance des symboles, ou en tout cas, il y a eu toute cette histoire avec la statue de Jonas Noreika, si je ne dis pas de bêtises, qui a été déposée. Je ne sais plus où on en est d'ailleurs aujourd'hui, avec ce personnage qui a été à la fois un collaborateur zélé des nazis et qui a lui-même après péri dans un camp de concentration, si je ne dis pas de bêtises. Mais où est-ce qu'on en est? Alors en France, on a mis du temps aussi à reconnaître les choses, à le faire par des symboles. Mais est-ce que cette statue aujourd'hui, son cas est tranché à Vilnius, si je puis dire?
Justina, and then afterwards, I can say a few words. Oui, donc, en effet, c'était une affaire mémorielle en Lituanie qui était très importante. Elle a dépassé la Lituanie, elle est devenue une affaire internationale également. Il y en a eu des publications un petit peu partout dans les médias. Donc aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a plus de plaque commémorative à la mémoire de Norica. Mais le débat mémoriel que cette figure de la résistance anti-soviétique et la figure de la collaboration nazie a provoqué était tout à fait particulière. Et je vais juste ajouter quelque chose, c'est qu'il y en a eu un groupe de l'extrême droite en Lituanie sous le nom de Pro-Patria qui a évolué maintenant en un parti politique qui s'appelle, la traduction française serait le Rassemblement national, ça vous rappelle vraiment pas mal de choses. Et, un point commun, oui. Et ce groupe s'est beaucoup investi, en fait, surtout en 2019, quand la plaque commémorative a été enlevée, de la remettre sur place. Donc, c'était vraiment un révisionnisme historique qui a été mené par l'extrême droite en Lituanie. L'extrême droite naissante aussi. C'est un nouveau phénomène. Donc, c'est très, très intéressant parce que ça soulève aussi, bien évidemment, la question de l'antisémitisme d'aujourd'hui. Dont je parlais avec la manifestation. Ça rejoint votre commentaire de débat. J'étais extrêmement surprise de voir que dans les deux pays, il y avait le même phénomène. Donc, ça se demandait s'il n'y a pas des réseaux d'extrême droite en dessous. Mais jusqu'à porter les tenues des camps, d'ailleurs, j'étais extrêmement surprise de voir qu'à Vilnius, dans les manifestations, certains avaient mis les habits des camps et les toiles jaunes, mais il y en a eu en France. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez... Enfin, moi, ça m'a beaucoup surprise et je me suis dit, j'avais envie de creuser cet aspect-là. Peut-être pas le sujet. Je vais peut-être dire un mot sur... Oui, pardon. Allez-y. First of all, thank you so much for so interesting conference. I have a question, a very easy question, David. What can Lithuanian diaspora, now 45 countries there are Lithuanian communities around the world, what we can do with this question? And I would like to ask Ambassador, maybe we can put some of our this like project around the world and all embassies with diaspora, and at the same time to talk about this big question about Holocaust, of course, and what the historians and the journalists and what we do. Thank you. I don't know, Violetta. Big question, but maybe the ambassador will. I'll just make one remark about Lithuanian diaspora. There is an interesting phenomenon in the Lithuanian diaspora in North America. I wrote an article about it. Julia Šukys was mentioned in her book about when she discovers that her grandfather was a collaborator, basically, in the town called Naumiestis. But there are also several other women, interestingly enough, who then decide to write and explore actually the history of their grandfathers. And each one of them basically come across the story completely by accident. So the first one is a lady called Rita Gabis, is the author who lives in New York, whose grandfather was the head of Lithuanian security police in the town of Švenčionys or Švenčian. And it turns out that the daughter of this guy, who was the head of security police, who managed to go through all the clearing and went to the States and lived in the States happily with quite a few other Nazi collaborators. In the country. In any case, that his daughter married a Jewish gentleman. So Rita Gabis is basically half Jewish and half Lithuanian, and she wrote a book, kind of an exploration of the history of her family, but also in a way that completely repressed chapter of Lithuanian history repressed in the immigrant community. And she is not a professional historian, but
talked to many people, historians, various investigators, and Yitzhak Arad. There is quite a bit of attention given to Yitzhak Arad and to Lithuanian people and her relatives and so forth. So this is a work of what scholars would call post-memory. Then there's another person, Julia Shukis, you mentioned her. She wanted to write a book about her grandmother's deportation, which was brutal, actually, in 1941. In this family, both women were deported by chance and left their 3 kids behind. And so Julia's grandmother was deported in 1941 and left her small 3 kids behind. And it was kind of the story with which the entire immigrant Lithuanian community and her family identified, because she lived in emigration somewhere deep Siberia, for 16 years. The kids escaped with a father, grew up without knowing their mother. She survived, and by miracle, she was allowed to leave the USSR and to go to Canada. But of course, the entire life was kind of gone. And when she saw these children or grandchildren, they looked, who is this Russian woman? And she, there was no connection. Obviously, a broken life. So Julia wanted to write this story. And then someone told, why don't you go and just look in the archives? Maybe, you'll find something on your family. And she found the case this thick on her grandfather, who turns out he was, the head of police in the Snowmisters, as I said. And then there is a third woman that you mentioned, Noreika's granddaughter. It's a different narrative altogether, but once again, the granddaughter of the guy who was a collaborator. But this has not been translated into Lithuanian, so maybe Lithuanian community, I don't know, a great community could find the funds and the initiative to translate this into Lithuanian, so there will be more debate, and it will be seen as already something like a wave of post-memory that could even be comparable to a certain degree to what was happening in Germany with Vaterliteratur and so on and so forth. Je dirais peut-être un mot sur ce sujet. Aux États-Unis, il y a des organisations juives assez nombreuses qui ont chacune leur créneau de spécialisation, de modalité d'action. Alors, il y a des organisations juives qui aiment bien taper sur la table pour protester et pour essayer de faire pression quand ils ne sont pas contents. On a cité tout à l'heure le centre Simon Wiesenthal, ils aiment bien s'énerver quand il y a des choses choquantes. Mais il y a d'autres organisations juives américaines qui aiment bien procéder par le dialogue avec justement la diaspora des différents pays de l'Europe orientale pour nouer des relations amicales avec des gens en profitant qu'ils sont tous américains, bien intégrés aux États-Unis, créer des relations amicales et aborder le plus calmement possible les sujets difficiles. Et je crois que le sujet le plus difficile, en l'occurrence, c'est la persécution des Juifs par le régime communiste. Une fois que les Lituaniens auront intégré le fait que le régime stalinien a attaqué durement les Juifs, que ce soit en 1940-41 en déportant des milliers de Juifs vers l'Est, que ce soit après quand ils ont consolidé la République soviétique, une fois que ce sera rentré dans la tête de tout le monde que les Juifs ont été victimes du système communiste et non pas promoteurs du système communiste, ça permettra de débloquer, je crois, beaucoup de choses pour un dialogue. Et là, la diaspora, que ce soit lituanienne, mais c'est vrai aussi pour les Ukrainiens et pour d'autres nations, peut jouer un rôle constructif, vous voyez, pour faciliter la compréhension. À un degré bien moindre, on peut transposer ça en France, où les réseaux communistes qui ont combattu le nazisme aussi ont pesé énormément sur la vie nationale et ont contribué peut-être par le rôle qu'ils ont joué à diminuer le trauma dans la population lié, nous, aux déportations et a fortiori en Lituanie sur un Shoah. Ça a beaucoup pesé ça, à des degrés divers, mais c'est quand même... Est-ce que nous avons une autre question? Non, pour l'instant, il n'y a pas. Moi, j'en ai une, mais elle est basique de journalisme, mais je suis journaliste. Est-ce qu'on a une petite idée dans la diaspora juive lituanienne qui est venue en France, de ceux qui ont fait un retour? Par exemple, j'avais été marquée à Vilnius, j'avais rencontré un descendant de victimes qui vivait aux États-Unis, qui est revenu, d'ailleurs qui dirige un journal aujourd'hui à Vilnius. Est-ce qu'on a une idée un peu du chemin des Juifs français lituaniens d'origine lituanienne du retour? Est-ce qu'on, Monsieur l'ambassadeur, peut-être vous avez une petite idée? C'est pas quelque chose
spécial, mais Esther HLF, oui. Pour moi, c'est un exemple parce que nous avons rétabli son citoyenneté. Elle a repris, oui, vous lui avez redonné la nationalité. Est-ce que vous l'avez fait pour d'autres? Oui, oui. Donc maintenant, il y a beaucoup de gens qui font les applications aussi dans notre ambassade. On travaille sur ce processus. Ce n'est pas très rapide. Oui. Parfois, ça prend un an, un an et demi. Mais quand même, pour Esther, c'était possible. Nous avons fait aussi cette petite cérémonie ici à l'ambassade pour cette reconstruction de citoyenneté. Mais ce n'est pas peut-être le seul exemple chez nous. Mais quand même, je pense que oui, en ce qui concerne cette question aussi de notre collègue sur la diaspora, je pense que c'est une vraiment bonne idée pour avoir plus de projets pour réunir la diaspora lituanienne et aussi la diaspora des autres pays dans les projets comme ça, parce que je suis d'accord avec M. Bukara qu'il y a beaucoup d'événements, peut-être aux États-Unis. Par exemple, il y a à Londres la tradition des journées de Pâques, presque, je ne sais pas, chaque année ou chaque 2 années. Pour nous, c'est la première fois qu'on organise cette conférence, mais pour faire aussi des discussions sur l'Afrique différente, sur le même sujet. Comme vous avez aussi mentionné parfois cette similarité un peu bizarre en ce qui concerne aussi les situations actuelles. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne idée pour le ministère pour discuter, pour avoir parfois les discussions un peu plus réunies dans des sujets comme ça. Madame, je vous ai donné de la tête. Je vais dire quelque chose. En tout cas, oui, je veux dire quelque chose, mais ça m'est chaque jour. Je veux ajouter quelque chose concernant les écoles. Il y a eu l'enseignement. Il ne faut pas oublier le travail assez considérable fait par la société civile pour diffuser une information dépassionnée et véridique sur la Shoah. Je pense à une organisation comme la Maison de la Mémoire et de la Testament qui a pendant des années en Lituanie fait un boulot superbe précisément pour informer les jeunes de façon honnête de ce qui s'était passé. Un petit point, un deuxième point, vous parliez tout à l'heure, c'est pour Mme Monroe, vous parliez tout à l'heure d'une connexion éventuelle entre les extrêmes droites lituaniennes et françaises. Eh bien, elles existent tout simplement. Là, il y a une internationale de l'extrémisme droitier qui est extrêmement efficace. Il y a des échanges réguliers et par conséquent, il ne faut pas s'étonner qu'ils aient des mots d'ordre. Et effectivement, c'est intéressant de noter qu'il est apparu depuis quelque temps, et ça a encore été renforcé ces derniers temps par la question de l'immigration en provenance de Biélorussie, d'émigrés d'Irak, et il est monté un extrémisme radical en Lituanie, peu nombreux numériquement encore, mais très dur. Jusqu'à présent, si on compare à la Lettonie, à la Pologne ou à l'Estonie, il n'y en avait pratiquement pas en Lituanie. Il y avait quelques hooligans, il y avait des énergumènes, mais ça se structure à l'heure actuelle et c'est un petit peu préoccupant. Je reviens sur votre question. Ma question concernait l'octroi de la nationalité à des juifs d'origine lituanienne. Est-ce que cet octroi nationalité correspond à une réinstallation de ces gens en Lituanie ou c'est simplement un octroi formel d'une nationalité qui permet d'avoir accès à l'Europe, par exemple? Monsieur, peut-être l'ambassadeur, vous pouvez répondre. Pas moi. Est-ce que ces personnes vont s'installer en Lituanie? Bon, ça dépend peut-être sur la situation très concrète, mais bien sûr, Esther reste ici à Paris, mais elle veut faire le projet de Tony. C'était la visite que nous avons organisée pour elle, pour parler avec la municipalité de Vilnius, par exemple, pour le projet pour Vilnius, parce qu'il y avait des Vilnius. Mais ça dépend sur la situation très concrète, je pense. Ce n'est pas de conclusion générale. J'ai encore un petit point. J'ai encore un petit point. Est-ce que cette histoire fait nourrir aussi
comment dirais-je, l'antagonisme avec Vladimir Poutine, justement. Alors, il ne manque pas de sujet d'antagonisme avec Vladimir Poutine. Mais pour avoir passé justement 5 ans comme correspondante en Russie, je sais, pardonnez-moi, mais que Vladimir Poutine traite les pays baltes de nazis la plupart du temps. Vous êtes des nazis, journalistes aussi qui sont dans l'opposition, enfin qui ne sont pas d'accord avec lui, c'est des nazis. L'Ukraine est nazie. Bon, c'est toujours quelque chose qui revient de façon très récurrente. Est-ce que ça nourrit aussi finalement l'antagonisme dans les pays baltes contre Poutine, cette histoire, alors que en Russie, s'il y a peut-être un point où Vladimir Poutine a fait un petit effort, c'est pour les Juifs de Russie. Donc là, il y a une sorte de... c'est un objet de confrontation très fort à l'extérieur, et à l'intérieur, il a fait quelques gestes et il a eu quand même un discours un peu plus apaisant que le passé, justement, soviétique en Russie. Ça vous inspire quelque chose, Justina? Oui, effectivement. Il n'y a pas de doute que la figure de Poutine elle est un petit peu partout quand il s'agit de ces questions-là et quand il s'agit du traitement de ces questions mémorielles dans les médias. Après, j'ai tout de suite pensé à l'affaire de Ruta Vanagaitė, qui a publié un livre Mūsiškiai, le titre lituanien, en français ce serait Les Nôtres, la traduction quelque chose comme ça. Et elle a été assez souvent attaquée en Lituanie, justement, comme quelqu'un diffusant la propagande de Poutine. Donc, ce n'est pas très complexe, hein, ce sont des grands clichés, mais bien sûr, il existe partout. Il faut dire qu'elle avait été un petit peu attaquée à des héros nationaux. Exact. Ça a été le point crucial, avec quelquefois quelques incertitudes historiques. Exactement. Donc c'est un sujet assez piégeux. Oui, c'est très, très complexe. Ouais. Et son livre, bien évidemment, n'est pas bien documenté. Il y a des erreurs, grossières. Donc, ça a été aussi largement critiqué pour les raisons tout à fait valables, bien évidemment. Mais la plupart des critiques, quand même, se sont concentrées sur le fait que, comme vous le dites, elle s'est attaquée aux héros nationaux. Et ce qui est aussi intéressant, qu'elle a fait ce livre avec Efraim Zurov. Donc, on a encore un personnage qui est très peu apprécié par certains entrepreneurs de mémoire en Lituanie. C'est le moins qu'on puisse dire. Le principe du Weizmann qui fait un si bon boulot scientifique. Je voulais poser une question à ceux qui connaissent le mieux la réalité lituanienne. Qu'est-ce qui se passe avec la minorité russophone dans le pays par rapport à toutes ces questions? Quel est le différentiel d'attitude entre eux et le reste de la population? Pas grand-chose. Ce n'est pas la Lettonie ou l'Estonie. Qui sont moins nombreux. Les Russes sont très largement des vieux croyants. Les gens qui sont là depuis longtemps, ils pensent un peu comme les Lituaniens. Ce n'est pas du tout comme en Estonie ou en Lettonie où il y a des grosses communautés qui sont restées très russes, très moscovites. D'un côté, les Russes lituaniens sont très lituaniens, aiment la Lituanie et sont aimés par les Lituaniens. C'est très différent. D'accord. Jamais confondre ces trois pays sur ce point. C'est pas conflictuel, quoi. C'est pas conflictuel. D'accord. Très bien. Good question. Yeah, it's a good question whether there is. I don't know. Like maybe Justina, someone would know about the research of Russian minority in Lithuania, their attitude towards the Holocaust. I don't think it is much research. I don't think that they would not have one kind of unanimous collective identity. There would be different attitudes. I just saw an interesting article written by Felix Kravacik recently. It's a study, just an article. It's a German political scientist, I think educated in Britain, Cambridge, if I'm not mistaken, about the attitude of Latvian and
Belarusian young people towards collaboration and just memory of World War II. And if I'm not mistaken now, the conclusion is that paradoxically, Belarusian young people, at least in this group that they question, somehow engage more with the issue of collaboration, tackle the issue of collaboration more than the Latvian young people. But obviously the argument is more complex than that. And in terms of Lithuanian minorities, I don't know the study actually, maybe they exist, but I just do not know, so would not be factually, informed. Sorry. Oui, monsieur. Alors, il était question du mouvement d'extrême droite. Je ne sais pas bien faire les connexions, mais quelle connexion peut-on faire entre l'extrême droite, les mouvements néo-païens, comme le Mouvin, et puis est-ce que le Mouvin étant néo-païen, se situe du côté d'un antisémitisme, on pourrait dire catholique, ou bien sans être antisémite. Enfin, voilà, dans ce triangle-là, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Je ne prétends pas du tout d'être une experte de l'extrême droite en Lituanie. Je m'intéresse plutôt aux politiques de la mémoire du mouvement pro-patria. C'est juste un groupe parmi les autres. Tout ce que je connais sur le mouvement, leur attrait pour le néopaganisme, il n'y a pas vraiment d'idéologie d'extrême droite, c'est vraiment plus lié même à l'écologie, quelque chose de l'harmonie avec la nature. Il y a plein de moyens de conceptualiser un petit peu leur attrait pour la religion très chrétienne de Lituanie, mais à ma connaissance, il n'y a pas forcément de lien avec l'extrême droite comme on la connaît, comme on l'a défini normalement. D'accord. D'accord, ils sont assez neutres dans ce domaine, un petit peu comme l'étaient d'ailleurs les paganistes avant la conversion de la Lituanie. Et l'extrême droite lituanienne ne cherche pas du tout à se rapprocher des racines païennes. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais ce n'est pas le cas en Lituanie ni en Lettonie. Peut-être juste ajouter, oui, un petit peu côté l'extrême droite, pour nous, c'est presque non existant. On représente avec la France, l'Allemagne, oui, mais ça monte. Pardon, mais ça monte. Il n'y a pas de jalousie, et juste maintenant, pour moi, peut-être pour crier ça, jamais au Parlement, jamais comme la partie très, très importante pour la discussion en général. Donc, peut-être c'est une idée à l'avenir, peut-être avoir chose avec les autres chez nous, mais je pense qu'il n'y a pas de pratique dans la politique du Parlement, la politique locale, peut être grand dans les politiques. Oui, je suis entièrement d'accord avec M. l'ambassadeur que le parti politique de l'extrême droite national citoyen, le Rassemblement national, si la traduction convient, elle est très minoritaire. Elle a reçu seulement un petit peu plus que 2% de vote dans les élections parlementaires en 2020. Et ça n'empêche pas que c'est un parti qui se construit. Ça n'empêche pas non plus que c'est un parti qui a une certaine visibilité dans les médias classiques, pas juste sur les forums un peu mal connus de l'extrême droite, etc. Not directly related to it, but it's interesting that in the recent demonstrations against the restrictions or against vaccines and so on,
yeah, all sorts of symbols were used, anti-Semitic symbols, including, very prominent in their newspapers. I accidentally saw one newspaper called Laisvas Laikraštis, like free newspaper, and on the kind of that imagery of the gate, Auschwitz gate, right? Which Arbeit macht frei is basically vaccination freeze, used. And then, of course, you turn another page. What else is new? It's about, oops, no, that's not me. It's about Nachman Dushansky, basically the Jewish KGB officer, which is very often demonized and kind of this is Jewish demon, quote unquote, that tortured Lithuanian partisans and so on. That narrative is exploited. But also what is interesting, I noticed that in the recent protests, they're becoming more international. There were like representatives, Alternative für Deutschland, there were like Germans were there, and they kind of travel now regularly. There were guys from Hungary. There were guys from Poland. This is so, with all their like ethnic rootedness, so to say, they are becoming much more international. And I intentionally went to one of them to listen, what's up, what's happening. And so I heard that people, some of them cannot speak Lithuanian, other have like really heavy accents that would be kind of despicable, right? For like alt nationalists. No, they're right on stage. And then you can see these, processes of some sort of, consolidation. We'll see what's going to happen. Je crois qu'on s'achemine vers la fin. Là. Je voudrais remercier nos 3 intervenants qui étaient tous passionnants. Vous m'avez donné envie de lire beaucoup de livres. Thank you very much, Vanessa. It was very nice. Merci à vous, en tout cas, et d'avoir suivi ici fidèlement ce débat. Et à bientôt. Merci, monsieur l'ambassadeur aussi. Merci à l'ambassade des membres de Lituanie de nous avoir permis de tenir ce débat. Oui, peut-être juste pour conclure, parce qu'il y a aussi dans le programme une petite section remarque de la clôture. Donc pour moi, c'est très, très difficile pour faire ça parce que j'ai manqué presque la moitié de la discussion. Mais quand même, je voudrais vraiment remercier tous les panélistes de cette session, mais aussi des sessions précédentes. Je pense que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour avoir les discussions sur les sujets difficiles, mais aussi sur les sujets qu'on doit discuter. Et c'était aussi un bon échange pour échanger, pour peut-être parfois comparer les situations ici en France et en Lituanie. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour suivre. Je voudrais aussi remercier tous les participants de cette rencontre parce que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de participants aussi à l'autre côté de l'écran. Et ce n'était pas juste les participants de France, de Lituanie, mais aussi des autres pays européens parce que nous avons invité aussi les autres pour rejoindre cette discussion. Et bien sûr, un grand merci à Ugnie, qui était le moteur de cette conférence. C'était pas possible de faire cette conférence avec Ugnie, mais aussi avec Austée, avec Rita, toute l'équipe que nous avons ici. Et bien sûr, le soutien numérique était essentiel aussi dans ce genre d'événements. Il y a une petite salle de participation ici, mais aussi il a besoin d'avoir les spectateurs des autres villes et des autres pays. Donc, peut-être, bien sûr, comme je dis, c'est un peu difficile de faire les conclusions, mais je pense que pour moi, c'est clair qu'on a besoin de ces discussions comme ça, qu'on peut prendre beaucoup de choses des autres histoires, des autres
exemples. Et je pense que cette dimension franco-lituanienne sur les questions comme ça donne vraiment bon côté, bon angle pour les questions comme la tragédie de la Shoah et cette convoi qui a été mentionné. Je pense, c'est un lien très, très clair entre nos deux pays. Et bien sûr, il y a aussi la question de notre patrimoine, de patrimoine de Litvac, qui Peuple sera présenté. Et puis, c'était la session sur ces sujets. Et comme je dis, il y a cette tradition aux États-Unis, à Londres, et je pense qu'on a besoin aussi de plus de connaissances de patrimoine de Litvac ici en France, parce que nous avons bien sûr beaucoup de héros et beaucoup de personnalités qui étaient aussi mentionnées pendant cette discussion aussi. Je pense que vraiment aussi maintenant c'est un bon moment pour cette discussion parce que l'année dernière était dédiée pour la Grande de Vilna. Malheureusement, c'était un peu de situation avec crise sanitaire un peu compliquée peut-être pour faire tous les événements prévus, mais quand même, je pense que l'année dernière était importante pour stimuler les discussions, pour avoir plus de projets, pour parler plus sur les sujets difficiles. Bien sûr, je pense que nous sommes juste au début peut-être de cette chemin de l'été à Paris est très long, je pense. Ça prendra aussi beaucoup de temps pour faire ça. Et je suis sûr qu'on va continuer. Personnellement et aussi à l'ambassade, nous avons fait beaucoup d'efforts aussi pour parler avec les institutions juives. J'ai participé aux réunions de GRIF, par exemple. Nous avons une discussion avec GRIF sur les sujets différents. J'ai participé aussi dans les réunions annuelles des rabbins de France. Donc, c'est vraiment, je pense, important. Et dans chaque les réunions comme ça, on trouve beaucoup de synergies aussi, beaucoup de choses en commun. Et je pense que ça donne cette bonne perspective pour continuation de ces genres de discussions. Et je pense que cette idée pour réunir aussi les autres pays, les autres diasporas, les communautés lituaniennes dans l'autre pays, pour avoir aussi la discussion ensemble, je pense que c'est vraiment aussi une bonne idée. Donc vraiment, merci beaucoup encore une fois pour les participants, pour spectateurs, pour panélistes. Et je pense que, comme je dis, ce chemin est très long, mais nous avons juste au début de ce chemin et on va continuer ça ensemble, je pense, dans la manière sensible et construisons l'avenir parce que nous avons parlé beaucoup sur le passé, mais je pense aussi que c'est vraiment très, très important les questions comme l'éducation et la sincérité sur les questions très difficiles. Donc, merci encore une fois. Et je voudrais aussi remercier l'ambassadrice de Quai d'Orsay pour la participation et pour la contribution aussi de notre événement. Donc, comme je dis, c'est la première fois qu'on organise et je pense qu'on va continuer, non? Merci beaucoup.